Vous êtes avec Gabriela Desbiens-Richard Et Jason Cet-Amour, et vous écoutez sommelier en cavale. Bonjour tout le monde, on est content de vous recevoir pour un 5e épisode de Sommelier en cavale qui va être un peu différent aujourd'hui. On vous parle de thé. On reçoit Marie-Charles, une spécialiste de thé, parce que sommelier, c'est pas juste le vin. C'est aussi les spiritueux, les bières, le café, le thé, l'huile d'olive, le vinaigre, les fromages, les chocolats, les cigares. Oh, Gabi, slow down. Bref, tout ce qui peut avoir une appellation d'origine contrôlée avec un cadre défini de production et un goût typique du terroir. On avait envie de vous amener ailleurs avec une boisson qui nous raconte une histoire, donc le thé. Au menu aujourd'hui, on commence avec la chronique Est-ce que je peux parler au sommelier? Où j'introduirai le concept des accords mets et vins. Mets et vins ou vins et mets? Tum 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 tum. Seul l'avenir nous le dira. Jason, tu vas poursuivre avec ton tout dernier segment de la série À la découverte des sens, où tu vas nous parler de rétroolfaction. Oui, et ensuite, on se lance dans le vif du sujet avec notre invité Marie-Charles et on conclut, comme à chaque fois, avec notre chronique Chin Chin. Mais Gabi, avant qu'on aille plus loin, on voulait prendre un temps, en fait, pour remercier tous les gens autour de nous qui nous soutiennent et qui nous encouragent dans le projet. Pour notre toute première saison, on a réussi à planifier une douzaine d'épisodes avec des invités extraordinaires. On vous en a déjà partagé quelques-uns et on a vraiment hâte de vous dévoiler la suite. Initialement, on voulait sortir un peu de la boîte, essayer d'amener quelque chose de différent dans l'offre de balado sur la sommellerie. C'est le fun parce qu'on essaie d'avoir une diversité de sujets et d'invités qui, on espère, vous font triper autant que nous. Donc, on vous invite à nous écrire sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, et nous dire ce que vous aimeriez entendre parce qu'au final, notre mission, c'est de vous donner la piqûre comme nous, on l'a eu. Gabi, on se lance. Est-ce que je peux parler au sommelier? Mais certain. Pour la chronique Est-ce que je peux parler au sommelier? Je vais introduire le concept d'accord vins et mets. Donc, avant tout, il faut comprendre pourquoi on fait notre accord. Est-ce que c'est simplement parce qu'on a envie de boire en mangeant, parce qu'on a envie de créer une deuxième dimension à notre repas puis l'amener ailleurs, ou parce que simplement, tu as une super belle bouteille dans ta cave, mais que tout seul, c'est un peu rough puis ça te prend un plat pour adoucir tout ça. Bref, toutes les raisons sont bonnes. Il faut juste savoir laquelle on veut pour ensuite faire les bons choix. Et c'est aussi ça qui va déterminer si tu fais un accord vins et mets ou mets et vins. Mystère résolu, les deux fonctionnent, mais est-ce qu'il y a un meilleur accord qu'un autre? Bien, pas de meilleurs accords, mais il existe plusieurs types d'accords. Donc, on a l'accord d'harmonie. Donc, une harmonie, ça le dit un peu. Donc, c'est un vin et un mets qui vont avoir des arômes similaires, comme par exemple un vin frais minéral, comme Chablis, avec des huîtres ou un ceviche de pétoncle. Ensuite, on a un accord de contraste, donc un vin et mets aux saveurs de base qui sont différentes et qui se complètent. Donc, les saveurs de base, on parle d'acide, sucré, salé, amer. Comme un sauterne et foie gras, par exemple? Exactement. Donc, c'est vraiment quand, comme un sauterne, qui est un vin super liquoreux avec un super sucré, avec un foie gras qui est très salé, très gras. On est vraiment en contraste de saveurs. Ensuite, on a des accords classiques, donc des accords que les gens font depuis des années, puis qui sont reconnus pour être parfaits ensemble, comme le classique caviar champagne ou le fromage de chèvre et un Sancerre. Finalement, on a les accords régionaux qui, par leur définition, veulent dire que le vin et le plat sont issus du même terroir, comme un bœuf bourguignon avec un grand pinot noir de Bourgogne, comme un Gevrey-Chambertin, par exemple, ou même une poutine avec un Riesling québécois. Poutine, wrestling, c'est un accord de contraste en même temps aussi? Ben oui, parce que tu peux mix and match les notions d'accord dans un même accord. Par exemple, les saveurs de base se contrastent avec un vin acide et un plat sucré, mais les arômes sont similaires avec des notes de fruits tropicaux et d'herbes aromatiques, par exemple. Au final, qu'est-ce qui fait un bon accord? Un bon accord, c'est quand ni le vin ni le plat dominent. Donc, c'est quand ils se complètent puis viennent créer une troisième dimension à ton expérience. Mais, en vrai, le meilleur accord, c'est ce que tu as envie de boire. Parce que même si c'est une bonne syrah de Creux-Hermitage qui irait le mieux avec ta bavette de bœuf sauce au poivre, mais que toi, tu as envie de boire un chardonnay américain, ben bois ton chardonnay américain. Parce que tu vas bien plus apprécier boire quelque chose qui te tente que boire l'accord parfait qui te tente pas. Et comment est-ce que le sommelier peut te guider là-dedans? Bien, c'est sûr que de venir comprendre le goût, les attentes, les désirs de ton client, c'est le plus important. Parce qu'une fois que tu as compris que ton client aime juste le blanc, puis qu'il mange une viande rouge, ben après ça, tu peux l'aider à l'amener à choisir un vin blanc qui est dans sa palette de goût, mais qui va réussir d'une certaine façon à supporter la richesse d'une viande rouge ou du moins pas diminuer la qualité de l'expérience qu'il va avoir avec cet accord-là. Et parfois, c'est dans ces accords-là un peu inusités qu'on trouve des petites perles rares Mhm. qu'on n'aurait jamais cru dans 100 ans que ça pouvait fonctionner. Et voilà.
Donc, la sommellerie, c'est se tromper, c'est des essais-erreurs, c'est être constamment ouvert aux nouveautés, puis accepter l'autre dans ses différences aussi, parce que c'est là que tu apprends puis que tu grandis comme sommelier. Hey, on est donc bien philosophique un matin. Non, pensez pas ça, hein? Donc, le vin et la philosophie ne font qu'un. Alors voilà les bases, les grosses bases de l'accord vins et mets ou mets et vins si vous préférez. Puis voilà, on continue avec la chronique de Jason à la découverte des sens. Alors aujourd'hui, Gabi, pour ma dernière chronique de la série À la découverte des sens, je vais vous parler d'anatomie humaine et de chimie. Et si on est chanceux, je vais arriver à ma conclusion. OK, là, j'ai hâte de voir où tu t'en vas avec ça, parce que jusqu'à maintenant, tu nous as parlé de la vue, l'odorat, du goût. Donc, tous nos sens sont en alerte, là, et on essaie d'agir comme un détective un peu pour trouver les secrets du vin. C'est vrai, et aujourd'hui, notre scène d'investigation Hmm. restera au niveau de la bouche parce que c'est complexe. La dernière fois, je vous ai dit qu'en dégustant un vin, on goûtait les saveurs de base, qui sont les saveurs salées, sucrées, amères, acides et même umami. On s'est aussi arrêté sur des sensations qu'on trouve en bouche, comme celle de l'astringence des tanins ou la chaleur de l'alcool. Donc, durant la phase olfactive, le goût et le toucher sont en action, mais il y a aussi l'odorat. Pourtant, on associe les odeurs plus au nez. Donc, comment est-ce qu'on peut sentir les odeurs avec la bouche? C'est que quand on dit, après avoir goûté le vin, qu'il goûte tel fruit, fleur, épices et j'en passe, ça veut dire que oui, au départ, on avait des odeurs qu'on avait identifiées, mais on arrive aussi à déceler des arômes en bouche et c'est grâce à la rétro-olfaction. Et la rétrofaction, ça a un lien direct avec le comportement un peu bizarre que tous les sommeliers ont quand on goûte le vin. Tu sais, ils aspirent de l'air, là, puis on fait tourner un peu le liquide dans la bouche, là, puis ça fait un bruit comme ça, on se gargarisait avec du Listerine. Oui, cette action d'aspirer de l'air et faire tourner le vin permet d'activer la rétro-olfaction. Donc, pour le bénéfice des auditeurs, quand vous entendez cela, Hey, wow, le budget de bruitage est incroyable! je sais, Gabi, on repousse les limites à chaque épisode, mais on va se le dire, on n'a pas réellement besoin de faire autant de bruit. Ça peut se faire assez subtilement dans une dégustation. Donc, je vais vous expliquer à quoi ça sert, cette rétro-olfaction-là, en parlant d'anatomie humaine. Donc, quand on hume un parfum, un liquide ou un aliment, les effluves d'odeur remontent au nez et sont captés par les muqueuses olfactives, donc dans le nez. Les muqueuses sont liées au bulbe olfactif qui encode des traits de l'information qui, elle, est envoyée vers le cortex préforme. Hmm. Donc, la partie du cerveau où se trouve notre mémoire olfactive. Donc, c'est tout un petit chemin jusqu'à la mémoire olfactive. Mais là, où je veux insister, c'est en vous disant que nos capteurs olfactifs ne se trouvent pas juste dans le nez et nous en avons aussi dans le fond, au fond de la bouche, qui sont directement Hmm. liés au cerveau. Donc, en avalant de l'air en même temps d'avoir un liquide dans la bouche, on réchauffe ce liquide qui se mélange aussi à notre salive et la combinaison de tous ces éléments font en sorte que l'on détecte aussi des arômes lors de la phase gustative qui parfois n'auront pas été détectés au nez et qui n'étaient pas de la même intensité. Donc, certains de ces arômes ont besoin de l'action de la chaleur et de la salive pour dévoiler leur véritable nature. Ouais, je pense entre autres à ce fameux goût de souris qui est presque indétectable au nez, mais qui est souvent identifiable en bouche. Oui, certains défauts se dévoilent comme le petit goût de souris grâce à la rétro-olfaction, mais c'est aussi le cas pour certaines qualités comme Hmm. des arômes d'épices, d'évolution ou celles liées à l'autolyse des levures, donc un peu pain grillé par exemple, qui pouvaient être plus discrètes à la phase précédente. Mais grâce à la combinaison de l'olfaction par le nez et la rétro-olfaction en Hmm. bouche, c'est là qu'on va vraiment explorer toutes les dimensions d'un vin. Tu utilises parfois les mots odeur et arôme de manière assez distincte. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Pour le commun des mortels, et quand nous, comme sommelier serveur, on veut communiquer en salle avec les gens, on va pas nécessairement différencier les deux parce qu'on veut être efficace. Donc, on fait pas la différence entre odeur et arôme. Mais en réalité, les odeurs sont liées à ce qu'on identifie au nez et les arômes à la rétro-olfaction. Pour terminer, un petit mot sur la chimie? Oui, très rapidement. Donc, quand on écoute quelqu'un nous parler d'un vin et qu'il récite tous les arômes possibles, donc en passant des fruits aux fleurs, aux épices et autres, on a parfois l'impression que c'est complètement subjectif. Mais ce n'est pas tout à fait, en fait, Gabi. En fait, c'est que le vin, c'est un produit complexe qui, comme toute matière, est formé de molécules qui, eux, sont le fruit d'agencement d'atomes. Donc, les molécules sont en quelque sorte volatiles et un vin peut partager certaines mêmes molécules qu'on va retrouver dans des aliments. Des gens comme François Chartier ont d'ailleurs travaillé énormément pour identifier certaines molécules odorantes des vins et tout ce travail a donné naissance à ce qu'on appelle la sommellerie moléculaire. Hmm. C'est plutôt fascinant et colossal comme travail, mais c'est là toute la beauté du vin. On combine des disciplines comme l'histoire,
l'histoire, la géographie, la biologie, la chimie ou la psychologie pour arriver à décrypter un simple liquide. Allez, je m'arrête ici, mais j'espère que vous aurez aimé cette petite série sur les sens et qu'elle pourra nourrir toutes vos réflexions la prochaine fois que vous dégusterez un vin. Merci, Jason, pour ce dernier segment sur la découverte des sens. Où est-ce que tu vas nous amener par la suite? Alors, c'est encore en réflexion, mais peut-être un petit tour du globe à travers les étalages de la SAQ. On s'en reparle au prochain épisode. Très bien. Et pour tout de suite, place à l'ambiance western pour la portion entrevue. Bonjour Marshall. Bonjour. Bonjour. On est très content de te recevoir aujourd'hui pour nous parler de thé. Alors, bonjour Marie. Donc, on a eu la chance de se rencontrer la première fois ici même à l'ITHQ au printemps 2023 dans la classe de Madame Hélène Turcotte. Donc, Oui. pour une masterclass sur le thé que tu donnais à titre de représentante des thés Camellia sinensis et expert du thé, bien évidemment. Aujourd'hui, tu as quitté la maison Camellia sinensis pour voguer vers des nouveaux projets. Donc, c'est encore en balbutiement, là, si je ne me trompe pas. Effectivement, c'est encore très peu clair ce qui s'en vient. On travaille là-dessus. Même si, mais veut pas, Camellia reste quand même, je dirais, la source de beaucoup Mhm. d'inspiration, dans le sens où ils sont vraiment pionniers au Québec Ouais. en matière de thé, d'importation, de dégustation, de découverte et d'enseignement. J'ai appris énormément d'eux, donc j'espère pouvoir vous partager tout ce que j'ai pu accumuler comme connaissances et comme passion au fur et à mesure des années. Ah, merci. On a Mm. hâte. Donc, Marie, tu es native de Belgique. C'est d'ailleurs là que tu as entamé ta carrière au Palais d'été. Donc, on se lance, puis on aimerait tout de suite te demander d'où vient cette passion-là pour le thé, puis comment tu la vis au quotidien. C'est une très bonne question parce que c'est pas du tout une passion que je m'attendais à Hmm. développer dans ma carrière. Moi, j'ai étudié en théâtre puis en enseignement et je Mhm. m'attendais à aller dans un système scolaire bien classique. Puis, à l'époque où j'étais étudiante en enseignement, j'avais besoin d'une job pour pouvoir Mhm. me payer un loyer et à manger. Mhm. Et je suis tombée par hasard dans une maison de thé qui est le Palais Mhm. d'été. Mhm. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer là des gens avec une connaissance puis un amour pour la plante qui était très étranger pour moi à l'époque. C'est sûr que j'avais des parents amateurs de vin, mais ça Mhm. restait à un niveau très simple, Mhm. plus de jeu, de découverte que Consommateur, vraiment, ouais. exactement, que vraiment professionnel. Et là, j'ai touché à quelque chose qui est vraiment venu Hmm. stimuler ma curiosité et stimuler mon intérêt le lien entre nos sens et le Hmm. monde qui nous entoure, Hmm. avec un aspect pas juste d'avoir du plaisir à boire quelque Ouais. chose, mais dans quelque chose de beaucoup plus vaste, avec Hmm. toute une histoire, avec tout un bagage Mhm. mondial de connaissances, de Mhm. savoir-faire. C'est comme si je partais en voyage à travers une tasse de thé, et ça m'a attrapé. Ça Ah, m'a ouais, vraiment plu. Donc évidemment, j'ai plongé là-dedans comme on plonge ouais. Comme dans Astérix Ouais, dans Potion. ça a été une révélation ouais. absolument. Et on part pas en voyage dans les mêmes régions en buvant du vin qu'en buvant du thé. C'est ça qui est le fun Ouais, aussi. on s'en va ailleurs. Ça fait que s'intéresser aux Ouais, deux, ça nous permet de comme faire on un fait le bon tour, tour là. du globe, Ouais, là. ouais, on est partout, là. Effectivement. Donc, Marie, là, on doit l'avouer, ici, un enjeu autour de la table et je pense que c'est aussi un dilemme chez notre génération. Je dois l'avouer moi-même, je suis au quotidien team café et même si je m'initie tranquillement au thé, de ce que j'en comprends, tu es 100% thé. Gabriella, tu joues des deux bords, donc Mhm. aujourd'hui, tu vas être l'arbitre. Ma question, quelles sont les vertus du thé et pourquoi devrait-on rejoindre ton équipe? Mais la grande vertu qui est beaucoup étudiée, que contient la plante de thé, c'est les antioxydants. Hmm. C'est vraiment le tableau gagnant de cette plante-là, si on s'intéresse à ça pour les bienfaits. C'est aussi une plante qui contient de la caféine et dépendamment de la saison, des facteurs de croissance, Hmm. etc., elle va contenir plus ou moins de caféine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut boire du thé et si on cherche l'effet stimulant, trouver à nous satisfaire. Et en même temps, si on est plutôt à chercher un aspect euh, relaxant ou digestif, mais pas trop stimulant, on Hmm. peut aussi trouver des thés qui contiennent un peu moins de caféine
et répondre à nos besoins. Donc, il y a vraiment, pour tout le monde, dans le monde du thé, que ce soit au niveau gustatif ou au niveau des bienfaits, avec toujours cette source d'antioxydants très élevée présente dans la boisson. Je dirais c'est vraiment les deux grandes raisons principales pour lesquelles les gens boivent du thé Mhm. et qui, pour moi, sont la team thé. Là, après les fleurs viennent le pot. Pour les bénéfices des auditeurs, qu'est-ce qui ferait que le thé ne serait pas choisi au repêchage? Donc, c'est quoi les vices du thé? Y en a-t-il? Oh, bonne question! J'aime. Il y en a. Rien n'est parfait. Le potentiel inconvénient, c'est, comme n'importe quoi, quand on en consomme à l'excès. Hmm. Parce que c'est sûr que si je bois 1, 2, 3 tasses de thé par jour, tout va bien, j'ai les bénéfices. Mais si je bois juste du thé et que je ne m'hydrate pas et que je bois beaucoup, beaucoup trop de caféine par rapport à ce que mon système nerveux est capable de supporter, à un moment donné, il va y avoir des effets secondaires qui peuvent devenir indésirables. OK. Il y a aussi un petit bémol au niveau justement des antioxydants dont je vous parlais, c'est que c'est extrêmement bénéfique pour le corps, mais les antioxydants font partie des tanins du thé. Puis les tanins ont un effet un petit peu couvrant, un petit peu bloquant, ce qui fait que quand on en consomme beaucoup, quand on en consomme trop, il y a une potentielle difficulté d'absorption de certains minéraux. OK. Donc, Ah on est ouais. plutôt à boire le thé idéalement en dehors des repas. Si on est vraiment habitué à en boire beaucoup, essayons de le consommer un petit peu en dehors des repas. OK. Y a-t-il un délai que tu dis, mettons, 1 heure ou avant ou après le repas? Ça va beaucoup dépendre de la biologie de chacun, c'est OK. certain. Mais pour être sûr, donnez-vous un 30-45 minutes au moins. Ah ouais, hein? OK. C'est quand même intéressant parce qu'il y en a plusieurs qui disent que justement le thé aide à la digestion, puis de le prendre soit en mangeant, je l'ai dit justement tantôt, de le prendre soit en mangeant ou directement après parce que ça l'aide à digérer. Puis là, dans le fond, c'est pas ça pantoute, là. C'est quand même c'est intéressant. Oui, c'est complexe dans le sens où souvent on parle de thé pour parler de tout ce qui est infusé. Ouais. Ce qui n'est pas forcément juste dans le sens où le thé, c'est une plante, mais on pourrait très bien se faire une tisane de camomille ou une tisane de gingembre et appeler ça un thé. Ouais, c'est ça. C'est une déformation de langage, mais c'est sûr qu'une tisane de gingembre, le gingembre étant une plante digestive par excellence, c'est super de boire ça en mangeant ou juste après le repas. Ça va vraiment aider à la digestion. La chaleur aussi aide énormément à la digestion, donc c'est certain que c'est une bonne idée. C'est vraiment la plante de thé en tant que telle. Si on en boit le matin, il n'y a pas de problème, mais si c'est systématiquement à tous les repas, tous les jours, toute l'année, là, ça à devient un moment donné, problématique. ça se peut que ça devienne problématique. OK. Moi, je rejoins quand même tranquillement l'équipe thé. Là. Ben, c'est ça, je suis en train de me Oui. dire, là. Oui. Moi, en tout cas, j'ai hâte de voir la suite, mais Marie m'avait déjà un peu convaincu au printemps dernier. Là. Maintenant que la table est bien mise puis qu'on a adopté le thé comme boisson de prédilection, on va entrer un peu plus dans la complexité. Donc, le thé, au départ, ça a plusieurs familles. Comme tu l'as mentionné, c'est une plante. Donc, peux-tu nous éclairer un peu sur les distinctions entre les familles de thé? Mais oui, bien sûr. Il existe au total 6 familles de thé dans la classification reconnue au niveau mondial. Toutes viennent de la même plante, toutes viennent de ce qu'on appelle le Camellia sinensis. Et de cette plante-là, il y a différentes variétés et différents cultivars. Le cultivar, c'est ce qu'on appelle le cépage dans le monde du vin. Exactement. En anglais, c'est une réduction du mot cultivated variety, qui donne cultivar. Et déjà là, on a une diversité au niveau biologique, au niveau de la plante en tant que telle. Après ça, on a tout l'aspect de terroir. Et tout ça, au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité et du développement des familles de thé, certains terroirs ont mis au point certaines techniques de transformation de certains théiers bien spécifiques qui poussaient sur leur territoire. Et au fur et à mesure des siècles, sont apparues 6 grandes méthodes de transformation de la feuille, dont l'élément principal de variation va être le taux d'oxydation. Donc, si je prends par exemple le thé blanc, on ne fait rien avec la feuille. On va simplement la laisser flétrir un petit peu, puis la sécher. C'est tout. OK. Le thé vert,
on va faire une chauffe sur la feuille de thé qu'on appelle la dessiccation, Mm. qui va nous permettre de garder la feuille de thé verte Mhm. et éviter l'oxydation du thé. Mhm. C'est-tu un peu comme quand on fait blanchir nos épinards puis on les met dans l'eau froide direct après pour que ça garde la couleur, genre? Oui. C'est à côté? OK. J'essaie de faire un lien de... Je sais comme dessication, c'est un mot scientifique. C'est un peu ça. C'est Ok. un peu ça. Au Japon, c'est fait à la vapeur. Ailleurs, souvent, c'est fait à sec, un petit Ok. peu comme si on brassait les feuilles dans un wok, sauf Ah que ouais. c'est une grosse Mm. machine tournante. Donc, mais le principe est le même, c'est qu'on veut venir annuler l'action d'une Mm. enzyme qui se trouve dans la feuille de thé naturellement et qui réagit avec l'oxygène de l'air et qui génère l'oxydation, donc le noircissement de la feuille de Ouais. thé. Mm. Le noircissement, on le veut pour 2 familles en particulier. On le veut pour le thé oolong Mhm. et pour le thé noir. Mm. Le thé noir est 100% oxydé. Le oolong, on va jouer avec son degré d'oxydation OK. pour venir faire apparaître différents profils aromatiques, dépendamment du pourcentage d'oxydation. Et puis, on a le thé fermenté, Mm. où là, on va venir littéralement travailler avec les bactéries, les champignons, etc., qui sont présents dans le terroir et sur la feuille, pour venir générer une fermentation de la feuille de thé, comme on ferait fermenter un fromage ou Mhm. n'importe quel produit, dépendamment Ouais. de la souche bactérienne qu'on utilise. Ça, c'est le Les- puer, c'est ça? Hein? Oui, OK. Puer est une région, OK. donc c'est un grand représentant des thés fermentés OK. vieillis, mais il y a d'autres régions qui produisent des thés fermentés, comme OK. Fuzhou, par exemple, est un autre grand représentant du domaine des thés fermentés. Mhm. On peut retrouver le Liu Bao aussi, qui fait partie des connus. Mm. Donc ça, ce sont juste quelques noms pour déterminer Ouais. différents types de fermentation, dépendamment de différentes souches. OK, c'est cool. Mm. J'étais convaincue que puer, c'était comme le nom des thés fermentés. Je pensais pas que c'était vraiment une région en Oui, particulier. c'est une Ah, ville, tu en vois? fait. C'est OK. une ville. Oui. Ah, c'est cool. C'est quoi les régions, en fait, on a parlé un peu de terroir. Gabi, dans des épisodes Mhm. précédents, tu nous as un peu donné la définition du terroir, donc on la redonnera pas une deuxième fois, mais j'aimerais voir avec toi, Marie, c'est quoi un petit peu le terroir typique, en fait, pour cultiver le thé? Où est-ce qu'on peut Mm. le retrouver dans le monde? Est-ce qu'il y a des spécificités très, très marquantes entre différentes régions par Mm. rapport à la culture du thé? Oui. Il faut savoir que les 2 grandes variétés de théiers qui vont être utilisées, c'est le Camellia sinensis, variété sinensis, Mhm. qui lui est plutôt une plante subtropicale, qui à l'origine vient du Yunnan, dans le sud de la Chine, et on le retrouve sauvage dans les régions comme le nord du Laos, de la Mm. Thaïlande, du Vietnam, etc. Et puis, il y a le Camellia sinensis assamica, qui, comme son nom l'indique, vient de la région de l'Assam, en Inde, dans le nord de l'Inde. Et on pense qu'à l'origine, au niveau botanique, c'était la même plante Mm. qui a fini par se Se distinguer. muter. genre. Exactement, OK. exactement. Au fur et à mesure de son évolution, ça a donné 2 théiers très, très différents. La Samica étant beaucoup plus adaptée à des climats tropicaux, des climats Mm. chauds, humides, stagnants. Donc, tout Mhm. ce qui est culture de plaine, le Camellia assamica va adorer ça. OK. Le Camellia sinensis, lui, il aime vraiment plutôt les climats de montagne, les OK. sols drainés, Ouais. les altitudes. Un peu Euh, plus frais. là. Comment exactement. tu nous OK. l'avais dit? C'était pas les pieds au sec, la Ah tête oui, dans les nuages? oui, C'est ça, Ah, hein? c'est bon ça. exactement. Ouais, c'est vrai. Mm, Mm. exactement, oui. Les pieds au sec et la tête dans Oui, les oui, puis nuages. Mhm. on avait l'image de Ouais. la petite tête. La variété. Euh, Comment, l- veux-tu, ouais, vas-y. parce qu'on a parlé de terroir, mais tu sais, mettons, dans un vin, quand on dit ah oui, je sens la notion de terroir là parce que je sens que c'est un vin qui a plus de sucre parce que il faisait chaud. Comment est-ce que dans ma tasse de thé, je peux dire Ah, ben oui. ça, je sens le terroir de l'Inde ou je sens que ça vient de la Chine, celle-là. Tu sais, comment tu peux retrouver ça dans ta tasse? Mais mettons, imagine, tu es au bord de la mer, puis les plantations sont constamment balayées par les courants marins, Mhm. puis par l'iode, puis Mm. toutes ces odeurs qui viennent de la mer. Même le planteur va utiliser les algues, etc., pour venir fertiliser et faire du terreau au Mm. pied de cet théier. Ça va se retrouver dans la feuille. Tu vas retrouver Mm. ces notes d'iode, ces notes de poissons à chair blanche, de Ah ouais. crustacés, d'algues. Au Japon, c'est très marqué. C'est un terroir Mhm. qui est très, Mhm. très étroit. Et donc, les plantations sont très influencées par ces notes marines-là. Et la transformation va venir encore plus exacerber
cette OK. signature de terroir. Le fait d'étuver la feuille pour venir faire Mmh. justement le processus de dessiccation vient mettre en évidence encore Mmh. plus cette signature de terroir-là. Si je suis par exemple dans la ville d'Annecy, dans le Fujian, là où on produit le tiguanyin, Mmh. un oolong, les sols sont très, très rouges, très argileux, puis on va Mmh. avoir ces notes-là presque poussiéreuses dans le thé, un Ah ouais, côté hein? beaucoup plus minéral, des sensations plus dans la gorge, quelque chose de très rafraîchissant, de très OK. désaltérant. Donc c'est vraiment on va sentir le goût du sol. Si on Mmh. est très haut en altitude, il y a un phénomène de pousse lente aussi qui va se produire. Donc un thé qui va pousser en basse altitude va pousser beaucoup plus vite. Les Mmh. molécules aromatiques auront moins le temps de se concentrer. Ouais. Si on est Mmh. très haut, eh bien la pousse va être très 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 lente et donc on aura plus le temps de venir concentrer toute cette signature de terroir-là et les arômes que la plante Mmh. produit. Donc là aussi, c'est une forme de signature de Ouais, ben oui, terroir ben oui. qui est peut-être moins intuitive, mais ça Mmh. reste quand même un impact, important sur la plante aussi. C'est Mmh. complètement fou parce que Ouais. moi, je fais juste des liens avec le vin dans Eh ma oui, ça tête. Là. n'a Je suis comme, aucun sens. il y a toutes les notions de terroir, Ouais. la Mmh. croissance du fruit ou Mmh. comparativement à la croissance de la feuille. Il y a plein de choses qui se ressemblent. Moi, Vraiment. j'aimerais. Puis dans le vin aussi, on parle d'arômes. Tu sais, on a souvent des roues une roue des arômes pour identifier. On en a Mmh. parlé, Gabi, beaucoup dans nos chroniques. Ces différentes odeurs, ces différents arômes. Est-ce que c'est un petit peu. Vous avez fait un peu le même travail dans le thé, si je me souviens bien. Est-ce que tu peux nous présenter un peu, c'est quoi Mmh. les grandes familles un peu d'arômes qu'on retrouve dans le thé? Oui, oui, oui. Bah, évidemment, ça va dépendre de la famille dans laquelle on se Mhm. trouve. Ouais. Si on est dans un thé vert, on va avoir tendance à aller vers des notes plus végétales. Mmh Évidemment, quand on pense thé mh. vert, Ouais. on Ouais. goûte vert, entre Ouais. guillemets. Mm. Sauf que végétal, c'est très vaste. Je vous Mmh. parlais de notes d'algues, c'est une note végétale. Mmh mh. Si on parle de notes de courgettes cuites, c'est une note végétale. De Mmh. gazon fraîchement coupé, c'est une note végétale. De foin, de fleurs, Mmh. même si les notes de fleurs souvent vont être classées dans la catégorie florale, Mhm. Mmh. ça pourrait quand même rentrer dans Ouais. une grande catégorie végétale. Si on est dans un thé noir, par exemple, on va aller tendance à aller vers des notes plus boisées, Mmh. terreuses, gourmandes aussi, comme des notes de caramel, des notes de Mmh. chocolat, cacao, parfois des notes d'épices, de Mmh. cannelle, de muscade, Ouais. où là, on va être dans quelque chose de vraiment plus, je dirais, groundé au Ouais. niveau des arômes. Puis pour rassurer l'auditeur, là, on parle pas de mélange de différents ingrédients pour Non, c'est faire un ça. thé ou une tisane. C'est vraiment tout vient de la feuille, Oui, de la Ouais. technique d'élaboration Mmh. du thé. oui, Tous les arômes dont on aimait viennent que de ça. Là. C'est pas. oui, Exact. exactement comme dans le vin, on va Ouais, c'est Ouais. ça. travailler le C'est raisin ça. et on met ça en évidence. Exactement. C'est pas une effusion de feuilles de thé, de cannelle qui donne Non, les. c'est Non, c'est ça. le thé, on Oui. peut. C'est ça. Mmh. Mais c'est fou, c'est intéressant. Je pense qu'on savait pas des. Tu sais, à la base, je pense qu'on sait pas un réflexe de croire qu'une feuille de thé ou qu'une feuille d'une plante, peu importe, peut avoir autant d'arômes au final. Tu sais, je pense que c'est un peu méconnu, ça. Puis je pense que ça amène un peu à notre quatrième question, un peu, Jason. Le thé au Québec a moins fait partie de notre culture culinaire si on se compare par exemple avec peut-être des cultures un peu plus anglo-saxonnes. Et c'est en fait véritablement dans les dernières années qu'il a pris son essor à travers des grandes bannières comme David City par exemple et que sa réputation s'ancre en fait dans une qualité réprochable comme avec les thés de Camellia sinensis. Avec la perspective, comment tu vois en fait la culture du thé évoluer au Québec? Ouh, c'est une bonne question. Ah, c'est une bonne question. Mhm. J'ai l'impression que ce qui est intéressant quand on a une diversité de propositions, Mm. c'est que tout le monde peut trouver sa porte d'entrée. Ouais. Et ben évidemment, s'il y a 10, 12, 15 types de portes d'entrée différentes, mais ça va faire grandir la culture du thé au Ouais. Québec beaucoup plus rapidement. C'est sûr que la pandémie a été un enjeu à ce Mm. niveau-là, les boutiques ayant fermé, Ouais. etc. Mm. Mais quand même, j'ai l'impression que de plus en plus, les gens se tournent vers une alternative. Mm. Pas forcément le thé en tant que plante, en tant que telle, mais toute boisson chaude confondue, en fait. Il y a, j'ai l'impression, une sensibilisation aussi Mm. qui se fait de plus en plus sur l'impact que le café peut avoir sur la santé Ouais. et des gens qui sont en recherche d'alternatives pour diminuer leur consommation de café, pour des raisons de santé ou juste d'intérêt personnel. Et donc, c'est sûr que le thé s'inscrit
Ouais. là-dedans. Mhm. Il y a Mm. l'impact sur la santé, mais là, j'y vais complètement champ gauche, Marie, mais est-ce que la culture du thé, au niveau impact environnemental, Mm. peut se comparer avec les impacts de la culture du café? Là, je sais pas. Y a-tu quelque chose ou Euh, y en a-tu je- un qui est écologiquement mieux que l'autre ou Mm. C'est une question tricky. Ouais, hein? Mais là, elle est pas scriptée celle-là, là, fait Ouais, qu'on ouais. Euh, j'ai un peu de mal à répondre dans le sens où je ne suis pas experte sur la Ouais. situation mondiale du café. Donc, j'ai pas Mhm. vraiment de point de comparaison objectif. Ouais. Par contre, pour le thé, je sais qu'il y a, il y a de tout, malheureusement, comme Mm. dans toute industrie Ouais. mondiale. Il y a des destructeurs et il y a des Mhm. constructeurs. Mhm. Mm. Et je pense foncièrement que c'est notre responsabilité de consommateurs Mhm. et d'amateurs que d'utiliser notre pouvoir politique à travers notre argent et notre consommation au Ouais. quotidien pour favoriser les constructeurs et pas les Mm. destructeurs. Mm. Et donc de faire appel à des petites compagnies ou même des grosses compagnies, mais qui ont des valeurs Mhm. au niveau environnemental, au niveau éthique de Mhm. gestion de personnel, etc. On va avoir un mouvement beaucoup plus sain Mhm. pour la planète. Et au lieu de se dire, OK, c'est quoi la situation actuelle, à quel point on est dans le caca, Ouais, c'est ça. Mhm. de se dire qu'est-ce que je peux Ouais. faire moi au quotidien dans mes choix, Mm. dans chaque tasse de thé que je bois à chaque matin, être sûr qu'il y a un impact positif qui Mm. vient avec ça. J'achète mon thé auprès de gens qui vont prendre soin de régénérer les écosystèmes, Mm. payer leurs travailleurs à leur juste valeur, Mm. travailler la feuille de thé avec amour, ne pas surconsommer, mais Ouais. travailler avec du saisonnier, accepter de changer, de varier pour Mhm. justement travailler en collaboration avec la nature et pas contre elle, en fait. Mhm. Tu sais, de la façon que tu parles, tu as quand même une approche quand même très puriste dans le respect vraiment de l'origine de la plante puis du terroir. Comment est-ce que tu te situes face aux grandes entreprises qui, elles, peuvent mettre un peu de tout puis de rien dans leur thé, puis que des fois, le marketing est plus fait sur le contenant que le contenu? Euh, à nouveau, je porte pas de jugement, dans le OK. sens où je pense, moi, j'ai commencé à boire du thé avec n'importe quoi dedans. Ouais, Ouais, c'est ouais, ça. ouais. C'est ça qui m'a C'est amené la au thé. porte d'entrée, Ça a ouais. été ma porte d'entrée. Et puis pendant Mhm. longtemps, c'est la seule chose que j'ai connue. Et il a Ouais. vraiment fallu que je me mette à travailler en tant que Mhm. conseillère dans un lieu où j'avais accès à du thé plus de terroir Mhm. pour me rendre compte de la complexité. Mhm. Parce que l'information, je ne l'avais pas. La Ouais. connaissance, je ne l'avais pas. Mhm. Et ce à quoi j'avais l'impression d'avoir accès, Mhm. c'était des choses faciles d'infusion, faciles au Mhm. niveau du goût, faciles d'approche. Et moi, ça m'a amené vers ça et c'est quelque chose que je vois beaucoup autour de Mhm. moi. Donc, à nouveau, j'en reviens à Ouais. l'éthique de chaque compagnie. C'est, il n'y a pas de mal à avoir un thé aromatisé dans sa Mhm. tasse, au contraire. Mais c'est qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on met dans notre corps, qu'est-ce Mhm. qu'on vend aux consommateurs Ouais. qui importe. Si on Mhm. travaille juste avec des molécules artificielles et des sucres et des affaires, Mhm. des exhausteurs de goût et plein de choses pour qu'au final, ce soit plus le Mhm. contenant que le contenu, que ça ne nous coûte rien, mais qu'on vende ça au gros Ouais. prix, mais c'est sûr que je vais pas te mentir, ça rentre en Ouais. contradiction avec mon éthique personnelle, mais encore là, c'est juste moi. Je Mhm. suis une personne, je n'ai pas la vérité. Mhm. Mais c'est ça, il y a des grandes traditions d'aromatisation, comme mettons les thés au jasmin, les thés Ouais. chai, ce genre Bergamote. de choses, exactement, où Mhm. au final, on a un ingrédient, deux ingrédients, trois ingrédients, Mhm. puis ça crée, si on choisit la qualité, Mhm. ça crée une synergie, et c'est Ouais. délicieux. Mais le thé chai. Mhm. J'ai une de mes amies, elle a vraiment là, toutes ses aromates séparés. Là, elle fait griller ça. Elle fait monter son lait. Hey, c'est bon, là. Mhm. Mais c'est une science, hein? Ah, c'est vraiment une science, là. C'est Mm. magnifique. Puis genre, à voir faire ça, là, c'est comme... Mais on avait fait avec toi la cérémonie un peu du thé. Tu sais, Ouais, tu nous avais amené, toi, un peu les petits outils et tout. C'est impressionnant aussi. Tu ouais. sais,
Oui, parce que de mémoire, les thés qui sont comme en boule, faut que tes reins s'avalent. C'est ça, hein? Oui, OK, je effectivement. Effectivement, m'en je vous souviens. avais amené un oolong de Ouais, Taïwan qui est ouais. roulé vraiment très, très, très Ah serré. Puis ouais. Mmh, pour que la feuille puisse se dérouler puis donner ce qu'elle a à donner, mmh, faire un petit rinçage avec de l'eau chaude de 5, 6, 7 secondes sur les feuilles, mais ça mmh, permet justement de venir prévenir la feuille mmh. qu'il est temps qu'elle nous donne un petit peu ce qu'elle a à donner. Ouais, c'est ça, c'était cool. Hem, On va maintenant entrer oui. dans l'angle sommellerie de l'entrevue. On voit sur les cartes de restaurants de plus en plus de propositions sans alcool ou encore des accords mets et thé. Oui, mais par exemple, à mon travail, moi, on a un accord 5 services sans alcool. Puis sur notre quatrième service, donc sur le plat principal, on propose une infusion de dashi, donc des champignons et d'algues salées. C'est peut-être pas du thé en soi, mais c'est quand même une infusion. Puis des fois, je sens que les gens sont peut-être pas prêts à un accord chaud. Je pense qu'on est vraiment habitué à avoir un accord froid. Et de plus en plus, là, je pense que ça se démocratise un peu. Là, des grands chefs étoilés, d'ailleurs, comme Anne-Sophie Pic, au restaurant Pic, un 3 Mhm. étoilés à Valence, Ouais. en France. Puis elle s'amuse, elle, justement, à faire des accords mets-été avec sa sommelière. Puis on va avoir un peu ton point de vue là-dessus, dans le fond. Donc, Donc, en fait, notre question, comment on peut mieux utiliser le thé dans un restaurant et non pas seulement le proposer, en fait, comme digestif en fin de repas? Et deuxième question, quels sont pour toi les accords, en fait, incontournables qu'on pourrait faire avec du thé? Deux très bonnes questions. mhm. Euh, ben, comment on peut entre guillemets, créer l'engouement Hmm. pour avoir du thé pendant le repas et pas juste à la fin, je pense que ça part de l'amour du sommelier pour le thé Ouais, Mhm. et de sa curiosité et de son souhait d'explorer. Parce qu'il n'y a rien à faire. Quand on aime quelque chose, ça se transmet, ouais, C'est ça vrai, ça sent. se sent. c'est vrai. Exactement. Donc, Hmm. si le sommelier est intéressé et a le goût de créer, Hmm. mais ça va générer quelque chose d'unique au restaurant et forcément les clients vont embarquer. Moi, bah, après, c'est ma Ouais. croyance, Mhm. mais je pense Non, non, que on le voit, c'est vrai. les Ouais. gens aiment, les gens Hmm. sont curieux, les gens aiment essayer des nouvelles affaires. Donc, il Hmm. faut juste oser, je pense, à ce niveau-là, c'est sûr. Hmm. Après, les possibilités sont très vastes Hmm. parce que on travaille avec, ben, comme avec le vin, hein, avec un produit de terroir Mhm. qui va varier à chaque Ouais. saison, à chaque Ouais. année. On peut travailler avec le même jardin, la même Hmm. plante, le même cultivar, le même travail, la même transformation, tout exactement pareil, mais le thé ne va pas goûter la même chose. Fait qu'il y a une notion de millésime dans le thé. Oui, complètement. Ah ouais, hein? Puis il y a une notion de rareté dans le sens où Mmh. ben, quand il y en a plus, il y en a plus. Et si Ouais. ça fonctionnait l'année dernière, mettons mon accord, je sais pas moi, un crottin de chèvre et Longjing, et que cette année, je rachète exactement le même lot de Mmh. Longjing, mais qu'il y a juste les tanins sont légèrement Mmh. différents, puis les arômes de tête sont légèrement différents, puis le crottin de chèvre de l'année dernière versus celui que le producteur a produit cette année, c'est légèrement différent aussi. Mmh. La densité de gras est pas exactement la même. On va pas du tout avoir un accord qui va Ah fonctionner de la ouais, même hein? façon. Mm. Puis, t'as nommé arôme de tête, Marie. Je sais, bon, arôme de tête, arôme de cœur, on le voit même aussi dans les Mmh. spiritueux des fois. Est-ce que tu peux juste, pour le bénéfice des auditeurs, expliquer un peu la différence entre ces différentes phases de dégustation, de reconnaissance des arômes? Oui, bien sûr. Mais l'exemple que j'aime beaucoup utiliser, qui parle souvent à monsieur, madame, tout le monde, c'est le parfum. Mmh. Mm. Parce que c'est quelque chose avec lequel on est plus familier en termes d'odeur. On n'est Mmh. pas tant habitué à sentir notre nourriture ou à Ouais. sentir nos boissons, mais par contre, sentir un parfum, oui. Puis on a tous déjà sprayé du parfum sur notre bras, Oui. et là, on se rend compte qu'au début, ça a une odeur, 2 heures plus tard, ça a une autre odeur, puis 10 heures Ah plus ouais, tard, ça a une autre odeur. c'est vrai. Parce que le parfum est construit à différents niveaux avec ce qu'on appelle des notes de tête, des notes de cœur et des notes de fond. Et les notes de tête vont être perçues plutôt au début, mais vont être très volatiles. Donc, on est sur des choses qui sont beaucoup plus éphémères, qui sont pas Mmh. forcément très faciles à percevoir, dépendamment de l'importance des notes de cœur et des notes de fond qui vont les accompagner. Les notes de cœur, souvent, c'est les choses qui vont être les plus facilement perceptibles parce qu'elles vont être là, elles vont être pratiquement tout de suite perceptible, persister assez que pour que ça fonctionne avec notre partie consciente de perception. Mm. Mmh. Donc, les notes de cœur, souvent, c'est les premières que les gens vont nommer. OK. Les notes de fond, c'est celles qui restent, qui sont Mmh. comme
qui ne veulent pas s'en aller. Comme La l'ami, finale. le dernier qui part au party, là. L'ami Lui, qui ça fait jase 3 fois pendant... que tu viens de dire qu'il faut que tu ailles te coucher. Exactement. Oh, faudrait faire un petit peu d'épisode. Et chez vous. C'est ça. C'est un petit peu ça, les notes de fond. J'adore. C'est une conversation de cadre de porte de dégustation. La main sa poignée. Bon, faire un petit bout. On se revoit demain. Et donc, souvent, on va associer ça à des notes... Ben, je parlais tantôt de notes plus terreuses, etc. Mais les notes de fond, souvent, vont avoir cet aspect-là un petit peu Ok. plus groundé, plus comme persistant. Puis, à nouveau, pas toujours facile à percevoir, dépendamment de ce qu'on a l'habitude de consommer puis de boire. Ouais. Mm. Puis, je te relance un peu sur les accords. Est-ce que toi, tu dis, ah, moi, ça, quand je mange ça, faut que je boive telle affaire? T'as-tu comme un accord là, qui est incontournable? Crème glacée vanille et matcha. Ah, ouais, hein? Ça, c'est mon petit péché mignon de l'été. Ton dada. Ah oui. Ah, ouais, hein? Mm. Chaud ton matcha ou tu le fais froid? Ben, t'as deux options. Ouais, c'est Soit tu saupoudres ton matcha sur ta crème glacée vanille, OK, direct de même. Là. soit tu brasses un matcha puis tu mets une crème glacée vanille dedans. Ouh. Mm. OK. OK, ça, là, ça me tente. Ah, ça, c'est bon. J'aime. On arrive dans une autre portion de l'entrevue. Pour terminer, on va te poser des questions en rafale, car on sait qu'on peut boire du thé pour chaque occasion, état d'esprit ou moment de la journée. Alors, on veut des recommandations selon les hypothèses suivantes. Vas-y, Gabi. Je me lève du mauvais pied. Un thé qui va starter ma journée. En oolong, torréfié, vraiment gourmand, enveloppant, mais quand même assez caféiné, tu sais, comme un Bai Hao, par exemple. J'arrive pas à dormir. Qu'est-ce qui va m'aider? Pas du thé. Bon. Méditer. Une tisane camomille, c'est une bonne plante. Je me suis accroché les pieds hier, puis je suis lendemain de veille un peu. Qu'est-ce que je bois pour me remettre sur le piton à job? Ouh, du puer. Oui. Le thé fermenté, un thé vraiment bien fermenté, un puer chou, mais quand même âgé, qui va vraiment venir créer comme toute une petite couverture de protection dans tout le système digestif, puis en même temps repartir le cerveau. Ouh! Hey, ça, on prend ça là. On prend les deux. Je suis entre amis dans un parc, il fait chaud, pas le goût de boire de l'alcool. Qu'est-ce que je bois? Une infusion glacée d'un thé vert japonais, genre un thé de printemps, un shincha ou un gyokuro. Quelque chose d'un peu fancy qui, en infusion glacée, va vraiment amener des notes fruitées, fraîches. Ah, c'est cool. Ouais. Je suis chez ma tante Monique puis son mari Jacques. Ils boivent juste de la tisane à verveine puis du Earl Grey. Et je veux leur proposer quelque chose de différent, mais sans les traumatiser. Je propose quoi? Peut-être un Darjeeling. Mm. C'est assez classique, mais en même temps, si on va sur une cueillette de printemps, on peut aller chercher des notes un petit peu d'agrumes, Ok. fraîches. Souvent, les gens sont comme « Ouh! » C'est comme si mon cerveau reconnaît ce goût, mais en même temps, je n'ai jamais goûté à ça de ma vie. Ça m'intrigue. Ah, Fait que c'est comme l'intriguant dans la zone de confort. Oui. OK, j'aime ça. Sur l'autre extrême, OK? J'ai un crush sur quelqu'un depuis une couple de semaines et j'ai enfin une date avec cette personne-là. Je veux l'impressionner avec quelque chose de funky. Je lui sers quoi? Ça dépend du niveau de funky de ta date. Ouais, c'est ça. Parce qu'on pourrait partir sur, par exemple, un thé... Les thés fermentés, en général, c'est pas mal funky. Mhm. Il y a des thés japonais fermentés qui sont vraiment plus acidulés, mais en même temps un peu gâteau à l'avoine, qui Ok. peuvent avoir un côté vraiment étrange. Sinon, un grand cru de thé japonais, en général, les gens sont comme assez surpris parce que ça peut goûter aussi. Mm. C'est très dense comme boisson. Puis si c'est infusé à une température un peu plus basse, OK. on vient vraiment chercher tout l'umami. Mhm. Et on n'est pas habitué à avoir de l'umami intense dans ce qu'on boit. Ouais. Ça peut être un funky peut-être un petit peu plus sexy que le Ok. thé fermenté. OK, Puis là, ouais. j'imagine, Marie, avec toutes les réponses que tu nous as données, on se dit, OK, on peut trouver certaines... J'imagine, on peut pas mal tout trouver chez Camellia Sinensis. Y a-t-il d'autres places au Québec où on peut trouver cette qualité de thé-là ou cette diversité? Oui, ben oui et non, dans le sens où c'est sûr que Camellia Sinensis ont l'avantage d'avoir plusieurs
Ouais, personnes particulier. responsables de l'importation des thés qui peuvent se partager un territoire assez vaste avec des Mmh. contacts établis depuis très, très longtemps. Mmh. Mais oui, il y a d'autres maisons de thé au Québec qui font de l'importation de thé. Je pense notamment à la maison Santi, qui a Mm. été partie Mmh. par un ancien collègue du Camélia, justement, qui lui se spécifie plus justement sur les... qui lui se spécialise plus avec les thés japonais et les thés fermentés de type OK. pu'er. Donc un petit peu plus niche, mais des très, très bons produits. Donc oui, il y a des compagnies au Québec qui existent. Il y a notamment une compagnie à Sutton où on peut retrouver Mmh. plusieurs thés de différentes familles, très, très chouettes aussi. Oui. Ah! Mmh. OK. Voilà, c'était nos Nos questions questions. en rafale, ouais. Moi, j'ai une question pour vous. OK. Comment vous nourrissez le monde avec votre passion? Mmh. Tu te lances, Gabi? Bonne Ben, question. ouais, c'est ça, parce que notre passion est quand même jeune, veux pas, Ouais. de la semellerie. Tu sais, ça fait quoi, un petit peu plus qu'un an qu'on est là-dedans. Je pense que le balado, en ce moment, est notre façon de communiquer notre passion sans, sans la forcer aux gens. Tu sais, je pense qu'il y a des personnes, des fois, qui sont tellement passionnées par ce qu'ils font, qui imposent Ouais. Tu veux pas aux que ça autres un soit peu. prétentieux, tu veux pas que C'est ça soit ça. étourdissant, tu Ouais, veux amener les gens avec toi. c'est ça. C'est surtout que on fait de la vente aussi. Fait que notre Mm. passion se transforme en métier. Mhm. Euh, donc, il faut être capable de connaître un peu Mm. de connaître son public. Mm. Mm. C'est- Ben, puis des fois, c'est le côté vente, je pense, d'un sommelier qui est différent de peut-être d'autres passions. Des fois, il y a des gens qui ne focusent que sur ça, tu sais, qui sont comme ah là, je veux les meilleures ventes, je veux vendre tel produit, nanana. OK, fine, t'as peut-être réussi à vendre ta bouteille de Château Rayas à Mm. 1200 pièces, mais c'était ça que ton client voulait? Comme t'as-tu transmis réellement la passion du vigneron qui a fait ce vin-là? T'as-tu vraiment transmis la beauté dans la bouteille ou t'as juste mis un prix puis tu trouvais ça le fun parce qu'il t'a typé dessus après, tu sais? Je pense qu'il y a cette notion-là aussi qui est des fois en service ou en sommellerie qui va être un peu Mhm. contradictoire, tu Ouais, sais, comme tu veux partager, mais t'as des ventes reliées à ça, puis là, ouais. c'est comme Mhm. ouais. C'est tellement du essai-erreur, là. En Mhm. sommellerie, ici, on fait le club, on a le balado, Mm. on a notre travail au quotidien en Mm. restaurant, de plein de manières différentes. Ouais. Ouais. De ton côté, Marie? Ben, je résonne avec ce que vous dites parce que c'est Mm. vrai que quand on travaille avec le goût, quand on travaille avec les sens, Mhm. on est tous tellement différents Mhm. Ouais, que on travaille avec de l'essai-erreur. c'est On ça. n'est pas l'autre, donc on peut partager ce qu'on Mm. aime, mais ça ne veut pas dire que Mm. l'autre va aimer forcément. C'est Non, ça. c'est ça. Puis moi, je m'efforce de nourrir le monde à travers ma façon d'allumer une Mm. petite flamme Ouais. qui Mm. n'était peut-être pas là avant. Mhm. Si on se parle, puis que juste après la conversation, vous vous dites Eh, j'aurais peut-être le goût d'essayer. Ouais, Ben, juste ça, là, pour c'est moi, c'est assez. gagné. Ouais. Ouais. De, Ouais. de créer cette transmission Mm. d'amour qui n'a pas forcément besoin d'être. De créer des passionnés, Mhm. Mhm. de la dévotion. On va pas forcément là, mais juste de Mm. voir la lumière s'allumer, de voir l'intérêt se créer. Ouais. Pour moi, le travail est déjà gagné. Ah. Puis tu le fais très bien, là. Ouais, ben oui, ben oui. Si vous avez la chance de suivre une Ouais. des formations de Marie, Ah ouais. au début, bon, je pense que dans les 10 premières minutes, t'es comme, OK, c'est une passionnée du thé. Ouais, 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 ouais. Les C'est connaissances intriguant, aussi, ouais, là. c'est ça. Puis après Ouais. ça, elle te donne tout le coffre à outils nécessaire. Tu Mm. pars avec ça. Puis non, Ouais. c'est incroyable. Parce que moi, ma grande surprise, ça a été surtout la température d'infusion. Oui. Comme je pense qu'on est tellement habitués, on fait bouillir notre eau, après ça, on met notre thé, mais la majorité des thés ne se font pas à 100 degrés Celsius, là. Mhm. Puis on brûle un peu notre thé. Puis je pense que c'est pour ça aussi que des fois, on est comme ah, mais c'est amer. Ou on l'infuse bien trop longtemps. Puis on est comme ah, my God, mais c'est tellement comme. Astringent. C'est fou J'aime pas ça, astringent. J'aime ouais. pas ça le thé. Non, dans le fond, t'aimes ça. C'est juste. Ben, pas t'aimes ça. Je veux pas dire ce que vous aimez, mais en fait, c'est pas non, t'aimes pas ça. C'est la façon que le thé est infusé qui fait que là, t'aimes pas. Genre. Mhm. Ouais. Des fois, je pense que c'est aussi de bien savoir comment boire le thé. Mhm. Ça fait énormément partie de l'expérience au bout de la ligne, là. Oui. Mm. Pour n'importe quel aliment, je pense. Ouais.
C'est Définitivement. vraiment de savoir, Ouais, ouais, ouais. aliments ou boissons, hein, Ouais, ouais. c'est Mm. de la capacité de le mettre en valeur, Mm. c'est notre métier. Oui, c'est ça. Mhm. C'est vrai. C'est vrai. Le reste, c'est juste l'expérience de chacun. Mm. Puis on est quand même chanceux en tant qu'être humain d'être capable de vivre consciemment Mm. ce fun-là, Ouais. de Mhm. manger et boire des bonnes choses. Ah oui. Ouais, Manger surtout. Mm. c'est- Merci beaucoup, Marie. Oui, merci. On est vraiment contents que tu sois Merci avec à nous vous aujourd'hui. deux. Merci. Est-ce que tu acceptes de rester avec nous pour la chronique Chin Chin? Avec grand plaisir. Allez, Oui. allons-y. Donc aujourd'hui, pour la chronique Chin Chin, moi, je vous propose une bulle parce que le printemps arrive, fait qu'il faut fêter ça. Donc, j'y vais avec un crément de Bourgogne de Clotilde Daven, qui est une bulle en rosé. Donc, peut-être que certains d'entre vous la connaissent déjà. C'est à 31 à la SAQ. On est vraiment sur la fraise, la framboise, la brioche, le côté un peu nougat. C'est élégant, c'est aromatique, c'est crémeux, c'est très frais. On aime. Super beau domaine en plus, très populaire en Bourgogne. Puis pour ceux et celles qui ne savent pas, les créments, en fait, c'est fait en méthode traditionnelle, donc c'est-à-dire la même méthode que les champagnes. Donc c'est une super belle bulle délicate à prix modique, sans pour autant venir couper la qualité. Exceptionnellement, cette semaine, je vais vous proposer une deuxième bouteille. Non, je suis folle de même. Ouh. Ouais. Donc, je vous propose une autre bulle, mais cette fois-ci à base de thé. Donc, c'est la cuvée Rouge de Noir de la maison Théier. C'est une bulle sans alcool qu'on peut retrouver sur Apéro à zéro et qui est fait à partir de thé noir Mini Misayaka de Miyazaki et de deuxième flush de Darjeeling dans une fermentation au miel d'anisette d'automne miela. Donc, c'est tout bien des beaux mots, mais je vous dis, c'est vraiment bon. Donc, dans notre verre, vous allez avoir vraiment des notes chaudes, réconfortantes d'abricot, de muscat, de fleurs de prunier et une marmelade. Tout ça avec une bulle super élégante, sophistiquée. Je trouve vraiment que c'est une super belle alternative, tout autant intéressante et recherchée pour les gens qui boivent pas ou peu d'alcool. Jason? Merci, Gabi. J'aime ça, des recommandations comme ça. Là, si j'avais su qu'on pouvait faire des recommandations doubles. Mais Euh, non, Gabi, où penses-tu que je t'amène aujourd'hui? La Loire? Oui, un autre vin de la Loire, Gabi. J'aime ça. Allez, on continue sur la lancée des vins de la Loire. Mais là, on change de région. Donc, on était dans la région de la Touraine la dernière fois. Et là, je vous amène dans le pays nantais. Donc, avec un muscadet Sévrémen sur lit. On connaît quand même bien ça, mais c'est étonnant en fait. Donc, c'est la cuvée Mademoiselle K de PM et M Luno. Donc, en fait, c'est une cuvée de négoce du domaine Luno-Papin. Donc, en fait, les gens, les vignerons du domaine Luno-Papin s'associent avec d'autres vignerons et donc vont acheter leur raison, pas leur raison, mais leur raisin pour faire ce vin. C'est un vin qui est issu de raisins en culture biologique, donc en transition tranquillement. Et ce qu'il y a de merveilleux, pas de merveilleux, mais ce qu'il y a d'original en fait avec cette appellation-là, donc Muscadet Sévrémen sur lit, c'est la dernière partie de la phrase, c'est le sur lit en fait. Ça veut dire en fait que quand on vient vinifier notre raisin, pendant un certain temps, on va le laisser sur ses lits. Donc c'est comme un peu de la matière qui tranquillement en suspension va venir se déposer au fond de la cuve. Et on va parler un peu d'autolyse dans la fabrication du vin. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est que le liquide va un peu avoir une interaction avec le solide dans la cuve, puis ça va vraiment venir donner une texture un peu soyeuse, un peu très enveloppante. Donc au vin, c'est ce qu'on va retrouver en bouche. Donc au final, en Loire, dans la région de Muscadet-Sévrémen, on est dans une région océanique. C'est assez frais. Les vents salins de l'océan Atlantique se font sentir sur les vignes. Donc, fraîcheur en bouche, mais toute la texture apportée par les lits vient vraiment équilibrer. Plutôt aromatique. Donc, on est sur du melon de Bourgogne, qu'on peut appeler aussi du muscadet, en fait. Donc, on est sur des notes un petit peu d'agrumes. On a un peu de fruits blancs déjà au nez rapidement. On l'a goûté ensemble, Gabi. On avait un petit peu ces notes épicées-là, un petit peu anisées, un peu sur le fenouil. Ça se termine en bouche. Donc, oui, par la texture, mais on a encore un petit peu le petit côté salin de l'océan Atlantique non loin. C'est une cuvée à 23,80 qu'on retrouve en SAQ. Donc, PM et M Luno, la cuvée Mademoiselle K. Merci, Jason. Marie, ta suggestion?
Ma première suggestion, c'est le thé qui m'a fait tomber en amour avec le thé nature. Ah, wow. C'est un thé vert de Chine, du Zhejiang, du nord du Zhejiang, qu'on appelle le Longjing. J'en ai parlé un peu tantôt. Oui. Longjing, ça veut dire puits du dragon. Puis, ben, évidemment, comme dans la majorité des thés de ces régions-là, les meilleures récoltes, c'est au printemps. Mm. Donc, si vous avez l'occasion de goûter un vrai Longjing qui vient du parc d'origine ou même des producteurs de qualité aux alentours, près du lac de l'Ouest, un bon Longjing de printemps, là, ça vaut vraiment la peine. C'est végétal, c'est un petit peu sur la noisette, la noix, mais très légèrement, avec vraiment un végétal frais, de légumes cuits, mais printanier cuit, légèrement étuvé, de la courgette sucrée, des petits légumes comme ça, un peu croquants, juste à souhait. Très, très bon. Deuxième suggestion, on va vraiment ailleurs complètement. On revient dans les oolongs. Je parlais tantôt des oolongs Oui. torréfiés. Moi, je suis une grande, grande amatrice des oolongs de Chine, vraiment avec des torréfactions, des doubles torréfactions, comme les oolongs du nord du Fujian, dans les montagnes Wuyi. Les thés de roche, on appelle ça, parce que ça pousse vraiment au milieu des rochers. Et donc, beaucoup plus de minéral. Les notes de roche, on les goûte dans le théier, mais la double torréfaction amène des notes de caramel, de fruits compotés. C'est délicieux. Puis les très bons oolongs de ce terroir-là ont vraiment un effet intéressant sur la psyché. C'est comme si ça nous met de bonne humeur. On boit ça, puis J'aime ça. on est... Disons-le, on est tea drunk. J'adore. Wow, tea drunk. Mais là, faut que j'essaie ça. Ah, j'aime, c'est parfait. Merci Marie d'être restée avec nous pour la chronique. Merci. Merci pour tes recommandations. Avec grand plaisir. Vous allez pouvoir retrouver nos suggestions sur notre Instagram en Cavale Podcast et sur notre Facebook Sommelier en Cavale. Donc, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. On est vraiment contents d'avoir eu la chance de pouvoir vous parler de la culture du thé. On se revoit dans 2 semaines pour un autre épisode de Sommelier en Cavale. Un merci spécial à Marie-Charles de s'être prêtée au jeu, À l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec pour son soutien. à Mathieu Camier et l'Espace Plus pour le soutien audiovisuel et toute autre tâche connexe, Justin Picard pour l'habillage sonore. et Samuel Roy pour le graphisme.